Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés il y a un mois pour parler de la naissance de l'opéra dans le XVIIe siècle et j'ai donc eu envie de vous présenter une figure marquante de cette époque qui a beaucoup œuvré pour le genre naissant de l'opéra et qui est d'ailleurs considéré comme le père de l'opéra tel qu'il s'est développé par la suite. Il s'agit de Claudio Monteverdi. Alors nous allons diviser notre propos en deux parties et donc en deux causeries. La première aujourd'hui qui sera plus spécifiquement axée sur le parcours de Monteverdi, ses études, comme les postes qu'il a eus. Et puis dans un deuxième temps, nous verrons l'apport qu'il a eu dans la musique, comment il s'est positionné par rapport à ce qu'il a reçu de ses maîtres, les influences de son époque. Voilà, alors d'abord quelques généralités sur ce grand homme dont nous ne connaissons pas la date de naissance, mais nous supposons que, comme il était de coutume, elle précédait de très peu la date du baptême, qui fut célébrée le 15 mai 1567 à Crémone. Monteverdi est né d'un père médecin. Nous savons peu de choses sur sa mère. En tout cas, c'est un couple qui a eu 5 enfants, dont 2 sont devenus musiciens, Claudio, et puis son frère Giulio Cesare, Jules César, qui resta toute sa vie principalement le fidèle admirateur et défenseur de son frère. Monteverdi étudie auprès de Marc-Antoine Ingenieri, qui était à l'époque un très grand contrabandiste et maître de chapelle à la cathédrale de Crémone. Marc-Antoine Ingenieri lui fait étudier l'art du contrepoint, le chant et la viole. Alors la viole, la famille des viols diffère des violons par le fait que les viols possèdent des frettes comme les guitares et puis qu'il y a 6 cordes au lieu de 4. Donc Monteverdi reçoit cette instruction. À l'âge de 15 ans, il présente ses premiers essais musicaux dans un cénacle de Crémone appelé l'Académie degli Animosi. Et 5 ans plus tard, en 1587, il a alors 20 ans, il publie son premier recueil d'œuvres. Il s'agit d'un recueil de madrigaux. Alors, je vous ai fait une vidéo sur les madrigaux pour vous expliquer plus amplement ce qu'est ce genre, mais je peux vous dire brièvement que les madrigaux que a présenté Monteverdi à cette époque-là sont des œuvres vocales polyphoniques à 5 voix écrites sur des textes profanes. Il va faire suite à cette première publication un premier poste 3 ans plus tard, et ce premier poste va être pour Monteverdi à la cour de Mantoue, la cour de la famille de Gonzague. En effet, Monteverdi est employé en tant que joueur de viol et chanteur. Alors, on ne spécifie pas qu'il est également compositeur, mais ce n'est pas grave, à l'époque, les musiciens étaient extrêmement polyvalents. Alors, on ne signifiait pas toujours quelles étaient toutes leurs aptitudes. La plupart des chanteurs s'accompagnaient, on passait très facilement de la musique au théâtre, les compositeurs jouaient également ce qu'ils composaient, et le terme commun pour les désigner était musici. Monteverdi, en arrivant à la cour de Mantoue, devient un domestique de la cour de Mantoue. Alors le terme peut nous paraître dur, mais en effet les musiciens faisaient partie de la domesticité du prince, et il faut se rappeler par la racine latine du mot que domus est la maison et que le domestique est l'homme de la maison. Il appartient donc à la maison. Il y a des avantages et des inconvénients. En tout cas, le musicien vit à la cour, il doit se comporter parmi les gentilshommes comme un semblable, et il y a quand même certains avantages comme le fait de côtoyer quand même des cours brillantes qui vont entre autres permettre parfois des mariages très avantageux pour les musiciens. Alors Monteverdi, pour sa part, n'a pas fait un mariage avantageux, il a eu pourtant la chance de faire un mariage d'amour avec Claudia Cattaneo, la fille d'un musicien de la cour qui était elle-même chanteuse et qui lui a donné 2 fils, Massimiliano et Francesco. Parmi les désagréments que l'on pouvait trouver à faire partie de la domesticité du prince, c'est que le prince pouvait exiger qu'un musicien l'accompagne dans ses déplacements, et ça va être le cas en 1596, lorsque Vincent Ier de Gonzague décide de suivre Rodolphe II de Prusse dans la guerre contre les Turcs. Il fait venir avec lui Monteverdi, et évidemment il y a le désagrément de séparer les époux, mais ce n'est pas le plus important, car le désagrément le plus grave pour la famille, c'est que le duc considère que les frais de déplacement, les frais de nourriture et puis les frais de guerre, qui étaient très importants, étaient bien assez suffisants pour qu'il n'ait pas lui-même à payer la solde
du musicien qui l'accompagnait. Donc Monteverdi, pendant cette époque-là, n'est pas payé. Son épouse, qui reste en Italie, est-elle payée à la moitié de sa solde, et la situation de la famille est très précaire. Il faut qu'il fasse appel à Balthazar, le père, à Crémone, pour subvenir à leurs besoins. Il y aura un autre voyage, beaucoup plus intéressant pour l'occasion pour notre musicien. C'est un voyage qui sera entrepris à travers les Flandres, qui sera un voyage de villégiature pour le duc, qui se fait accompagner de son musicien. Et à ce moment-là, Monteverdi va pouvoir faire un partage de connaissances et de savoir très intéressant avec les musiciens des Flandres. Alors, vous le voyez, le duc de Mantoue n'était pas très prodigue avec ses musiciens, et pourtant il l'était extrêmement pour rendre sa cour la plus brillante qui soit, pour la mettre au rang des autres grandes cours de l'Italie du Nord. C'était forcément une gêne pour la famille. En tout cas, ce que l'on voit a posteriori, c'est que ça a été quand même une occasion extraordinaire pour Monteverdi de rencontrer de grands hommes. Parmi eux, en premier, Jacques de Werth, très grand contrapuntiste de son temps, très grand madrigaliste, qui d'ailleurs a reconnu le talent de Monteverdi dans ce domaine-là, puisque Monteverdi a publié beaucoup de madrigaux. Et Jacques de Werth, lorsque Monteverdi arrive à la cour de Mantoue, est maître de la chapelle et de la chambre, ce qui signifie qu'il est responsable aussi bien de la musique religieuse que profane. Parmi les autres personnalités, il y a l'astronome Galilée, il y a également le peintre Rubens qui a travaillé pour la cour de Mantoue et qui a entre autres laissé l'adoration du Saint-Esprit par la famille de Gonzague qui est toujours visible au château. Et puis, dernière figure marquante, Torquato Tasso, dit le Tasse, écrivain qui a laissé le sublime poème épique de la Jérusalem délivrée, poème sur l'amour de Tancrède et Clorindre, qui va inspirer nombre de compositeurs, de musiciens, de Monteverdi jusqu'à Brahms, en passant par Rossini avec sa fabuleuse Armida. La cour de Mantoue est donc le lieu du premier poste de Monteverdi, et ce sera aussi le lieu de sa première ascension, grande ascension musicale, puisqu'en 1600, il va devenir à son tour maître de chapelle et de la chambre du duc. Il est donc à son tour responsable de toute la musique, qu'elle soit religieuse ou profane, à la cour. Alors ce poste-là, Monteverdi peut y accéder puisqu'en 1600, Pallavicino décède. Pallavicino avait succédé lui-même à Jacques de Werth 4 ans auparavant, et lorsqu'en 1600 il décède, Monteverdi fait appel au duc et lui demande la grâce de pouvoir le remplacer, grâce qui lui sera accordée. C'est à cette époque que Monteverdi va donner deux œuvres majeures pour sa carrière et puis pour l'œuvre lyrique. Il s'agit de l'Orfeo et de l'Ariana. Alors l'Orfeo est donné en 1507, c'est une commande du duc de Mantoue, tout simplement puisque le duc a assisté en 1600 au mariage de sa belle-sœur Marie de Médicis avec Henri IV à Florence, et qu'il a pu assister à l'Eurydice de Jacopo Peri, l'Eurydice dont nous avons déjà dit dans notre précédente causerie qu'elle appartenait au style représentatif, le style naissant de l'opéra. Il veut, ce duc de Mantoue qui veut avoir une cour brillante, avoir l'équivalent dans sa cour, il veut monter un grand spectacle de ce genre, et il va donc demander à son ami librettiste Alessandro Stricchio d'écrire sur le même mythe d'Orphée et Eurydice, et puis la musique est demandée à son maître de chapelle et de la chambre, Monteverdi. Ça va être un grand succès, et à la suite de ça, le duc va vouloir remettre ce moment en demandant une œuvre à nouveau à Monteverdi. Cette œuvre, ce sera l'Ariana. Il la lui demande pour le mariage de son fils François avec Marguerite de Savoie en 1608. Alors ces deux œuvres ne nous sont pas toutes les deux parvenues. Il n'y a que l'Orfeo qui nous est parvenu. Le Lamento d'Ariane est la seule chose qui nous reste actuellement de cette Ariana. Mais à l'époque, elle a été un tel tube. Le Lamento a été repris par tous les musiciens, par tous les compositeurs. Et donc, c'est une œuvre qui nous est parvenue grâce à cette gloire qu'elle a eue. Et donc voilà, donc ce sont deux œuvres majeures pour Monteverdi. Mais ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que ces œuvres arrivent dans un contexte extrêmement critique dans la vie de Monteverdi, tout simplement parce qu'en 1607, il perd son épouse.
Il est à cette époque-là à Crémone, chez son père, extrêmement accablé, extrêmement affaibli par cette perte, et il va demander un congé au duc de Mantoue. Le père de Monteverdi lui-même fait plusieurs attestations médicales pour essayer de soustraire son fils à ses obligations, mais rien n'y fera. Le duc veut absolument que ce soit son musicien attitré qui compose la musique de l'Ariana, et Monteverdi connaît ses obligations. Il va retourner à Mantoue, il va se mettre tant bien que mal à l'écriture de cette œuvre qui, nous l'avons dit, sera extrêmement reconnue et lui vaudra une grande gloire. Puis, après la représentation, il rentre à Crémone chez son père. À ce moment-là, il aura des mots extrêmement durs qui nous permettent d'appréhender un petit peu la difficulté que pouvaient avoir les musiciens avec l'obligation de répondre en permanence aux demandes du prince. Monteverdi dira « La fortune que j'ai eue à Mantoue depuis 19 ans m'a donné des occasions continuelles de la nommer mon ennemi. » Alors cette difficulté, cette vie difficile que Monteverdi a va prendre fin en 1612 parce que le duc Vincent Ier de Gonzague décède et que son fils François congédie Monteverdi. Le musicien retourne à Crémone chez son père avec ses deux fils et va vivre de commandes éparses. Ce congé que Monteverdi reçoit va donner lieu à une étape nouvelle dans la vie de Monteverdi, une étape qui va permettre à ces grandes œuvres de naître. Il s'agit de l'étape vénitienne. Alors, l'étape vénitienne s'ouvre avec le décès du maître de la chapelle de la basilique Saint-Marc à Venise. Monteverdi reçoit à ce moment-là une demande de passer un examen de passage, examen qu'il réussit. Monteverdi devient donc le maître de la chapelle à la basilique Saint-Marc, poste éminemment prestigieux auquel se sont succédés de très grands musiciens, Cyprien d'Aurore, Adrien Villaert par exemple, et Monteverdi dira lui-même « Il n'y a pas de gentilhomme qui ne m'estime ne m'honore, et lorsque je fais de la musique, soit à la chambre, soit à l'église, toute la ville y accourt. » À cette époque-là, Monteverdi va donc composer en majorité de la musique religieuse, mais l'opportunité va aussi lui être donnée d'écrire de la musique lyrique, simplement parce que la cour de Mantoue va lui faire des commandes de musique lyrique. Alors pourquoi la cour de Mantoue, qui a congédié Monteverdi, se tourne maintenant vers lui? C'est que le duc François est mort et lui a succédé le cardinal Ferdinand, son frère, qui va se souvenir du musicien de son père, et puis il connaît le succès de Monteverdi à ce moment-là, et il va lui demander de retourner à la cour de Mantoue, demande qui va être refusée évidemment, et Monteverdi, à cette époque de gloire, va se permettre quelque ironie envers ses anciens maîtres en disant pour venir comme vous le demandez, il aurait fallu que j'eusse mes bottes aux pieds pour ne pas rater la barque du courrier. » Alors, ironie qui sera quand même suivie de beaucoup de diligence de Monteverdi, qui répondra toujours aux demandes de ses anciens maîtres, et c'est une chance pour lui puisqu'il va pouvoir développer son talent lyrique. C'est pour eux qu'il va écrire des œuvres qui malheureusement ne nous sont pas parvenues, puisqu'en 1623, la ville de Mantoue a été pillée par les Autrichiens et les manuscrits de Monteverdi ont été perdus. Alors bien heureusement, il n'y a pas que la cour de Mantoue qui s'intéresse aux œuvres, aux talents de Monteverdi. Il y a également les grands patriciens vénitiens qui vont vouloir donner plus d'éclat aux fêtes de leur palais en faisant venir Monteverdi pour jouer et composer de la musique. Parmi eux, il y a Girolamo Mocenigo qui va demander à Monteverdi d'écrire sur les vers du Tasse, donc les vers dont nous avons déjà parlé, de la Jérusalem délivrée, qui va permettre à une œuvre majeure de naître. Il s'agit du combat de Tancrède et Chlorinde. Ultime étape pour Monteverdi, c'est en 1637, l'ouverture des théâtres au public. Nous en avons parlé dans notre précédente causerie. Elle a été très importante dans l'évolution de l'opéra, et Monteverdi va donc à ce moment-là écrire pour la scène lyrique. Il va écrire certaines œuvres qui ont disparu et puis deux qui nous sont parvenues bien heureusement. Il s'agit du Retour d'Ulysse dans sa patrie et puis du Couronnement de Poppée. Lorsque Monteverdi écrit le Couronnement de Poppée, il a 75 ans, nous sommes en 1642 et il est au faîte de sa gloire, à 1 an de la mort et à 300 ans d'une très grande gloire posthume.
une très grande gloire posthume, puisque même si Monteverdi avait connu la gloire de son vivant, vous savez que l'on ne se souciait pas des musiciens après leur mort, on ne leur vouait pas un culte posthume, et donc il faudra attendre le 19e siècle pour retrouver les œuvres de Monteverdi. Alors la première redécouverte sera faite par Vincent d'Indy. C'était une redécouverte peu scientifique, mais en tout cas qui a eu le mérite d'ouvrir la voie à la redécouverte des œuvres. Et puis c'est ensuite Gianfrancesco Malipiero, musicologue et compositeur vénitien, qui fit une recherche beaucoup plus rigoureuse et puis nous permit de découvrir les œuvres de Monteverdi. Voilà, alors j'espère que ce portrait de Monteverdi vous aura plu, la présentation de sa vie, et maintenant j'ai envie de vous présenter la suite, donc je vous donne rendez-vous pour notre prochaine causerie. Nous parlerons de l'apport spécifique de Monteverdi, comment il a utilisé tous les matériaux qui étaient à sa disposition, ce qu'on lui avait enseigné, les différentes théories pour donner la grande œuvre que l'on connaît.